Ça t'est sûrement arrivé, des fois, d'être tout seul dans ta douche ou de réfléchir à quelque chose et te dire « mais ça pourrait faire une super startup ». L'idée que je viens d'avoir pourrait créer un logiciel, un SaaS qui permettrait d'avoir du revenu, la valoriser et de finalement avoir un succès dans le domaine du SaaS. Des millions de gens ont cette réflexion tous les jours. Ils pensent à un problème, ils pensent à quelque chose qui aurait besoin d'être réglé et d'un coup, ça devient une idée qui vaudrait $1 milliard. Mais la réalité des chiffres dans tout ça, c'est que 99% des startups échouent la première année. 99% des projets que les gens lancent, des nouvelles technologies avant-gardistes qui existent, fail misérablement dès la première année. Alors pourquoi ? Pourquoi quand on lance une idée, quand on a quelque chose qui nous paraît super clair, on fail ? Donc quand vous veniez d'avoir cette idée, ça vous paraissait très clair. Vous aviez votre plan d'exécution, vos idées, aucun accroc sur ce plan, mais ça foire. Cet effet, il porte un nom, c'est selon moi l'effet qui tue le plus d'entreprises et le plus de startups dans le monde entier. C'est tout simplement l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, c'est un psychologue qui a montré un biais cognitif, un effet qui est bel et bien réel. Dunning-Kruger, c'est quand tu as un surplus de confiance en toi. Parce qu'au début, tu vas mettre en abstraction toutes les choses qui peuvent mettre en difficulté ton business parce que tu ne les connais tout simplement pas. C'est-à-dire que tout va te paraître super simple. Tu vas dire, je lançais ça, puis ça, puis ça, et ça va marcher, ça paraît clair, il n'y a pas de problème. Et cette Dunning-Kruger, il montre cette courbe-là. Cette courbe-là, elle montre que dès que tu commences à te lancer, tu vas commencer à descendre dans ta confiance en toi. Parce que tu vas te rendre compte des réels problèmes que tu n'avais pas anticipés jusque-là et qui vont faire que ça devient de plus en plus dur. Tu vas arriver à un point qu'on appelle la vallée du désespoir, c'est-à-dire où quasiment rien ne marche, tout ce que tu fais ne mène à rien, t'as aucun momentum, jusqu'à ce que tu donnes assez d'efforts et que tu finisses par trouver la chose qui te manquait pour commencer à reprendre de l'espoir et à remonter cette pente. Donc maintenant que tu sais ça, est-ce que tu es enfermé dans ce cycle-là ? Est-ce que c'est sûr que tu vas lancer ton SaaS et du coup, il va fail ? Non, tu peux esquiver cet effet de Dunning-Kruger. Tu as juste à prendre en compte tous les bons paramètres. Donc alors maintenant, comment on fait pour lancer un SaaS et que on puisse éviter au maximum cet effet ? Qu'on puisse avoir des éléments qui nous motivent, qui nous montrent que ça peut fonctionner, etc. Et est-ce que finalement tu devrais lancer cette idée que tu as eue sous la douche à 2h du matin ? La première chose qu'on prend en compte quand on lance un SaaS, c'est que on n'essaie jamais, selon moi, d'imaginer un problème que quelqu'un a. Tu peux pas ne connaître rien à ce que tu racontes. Si tu fais un logiciel pour les micros, par exemple, si tu connais rien au micro, tu pourras jamais être assez bon pour résoudre un problème de manière assez bien qui va faire que les gens vont te payer pour ça. Donc, la première chose qu'il faut faire, qu'il faut prendre en considération pour lancer un SaaS correctement, c'est de démarrer avec un problème et pas une solution. Il faut démarrer avec quelque chose que tu connais, un truc que tu t'es déjà dit, putain ça c'est chiant et t'as trouvé aucune solution malgré toutes tes heures de recherche. Et c'est que comme ça que tu pourras être assez convaincu que ce que tu fais est bon et éviter justement, ou du moins raccourcir énormément cette vallée du désespoir. Parce que tu sais que le problème que ton logiciel tente de résoudre est bien réel, tu sais qu'il n'y a aucune solution. J'ai vu beaucoup de gens en startup se lancer dans quelque chose, penser que c'est génial et se rendre compte qu'au final ils n'avaient pas tant de connaissances sur ça. Maintenant, c'est bon, tu as ton idée, c'est un problème que tu connais le terrain. Maintenant, il y a un truc qu'il faut absolument pas faire, c'est-à-dire montrer ton idée. Il faut pas que tu passes 6 mois à build un truc pour qu'au final tu sortes et finalement personne n'en veut. Il faut que sans même avoir écrit une ligne de code, sans même avoir un seul design en tête, sans même avoir un site web, d'aller voir les gens, tu leur dises j'ai cette idée et voir leurs réponses. Et je parle pas d'aller voir ta mère, ton père, les amis, la famille, non. Des gens que tu ne connais pas, qui ont aucun attachement sentimental à toi, qui vont juste juger ton produit, qui vont dire factuellement est-ce que c'est bien, est-ce que ça leur servirait ou pas. Parce que le problème avec les amis, avec la famille, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ah c'est génial ce que tu fais, c'est parfait, etc. Mais peut-être que non, peut-être qu'en fait c'est pas génial du tout, parce que dans tous les gens qui t'ont dit ça, combien il y en a qui vont te payer ? À combien de ceux qui t'ont dit ce truc que tu fais est génial vont actuellement l'appliquer eux, l'acheter parce qu'ils pensent vraiment que c'est génial ? Je vais vous le dire, moi j'ai lancé Speechly et les autres SaaS, mais Speechly qui est l'outil que j'ai le plus avancé actuellement avec mon cofondateur, on a des dizaines de personnes qui nous ont dit c'est génial ce que vous faites, c'est super, etc. Il y en a 0 qui ont acheté. Et c'est que au moment où on a commencé à aller voir des vrais gens qu'on connaît pas, qui n'ont aucun attachement sentimental à nous, qui ont tout simplement rien, qui n'en ont rien à foutre de dire que c'est nul, que c'est bien, que c'est pas bien, qu'on a commencé à vraiment modifier le produit dans un sens que les gens l'installent, que les gens l'utilisent et que les gens en finalité viendront à payer. La suite de tout ça, c'est de faire un maximum d'appels. Il faut que tu passes des journées au début à être au téléphone avec des gens que tu connais pas, ces gens que je t'ai parlé là. Nous, avec Speechly, on a passé des dizaines d'heures, je pourrais même pas les compter tellement on a eu, des dizaines d'heures d'appels en Google Meet
où on a fait des démos d'outils, même qui marchaient pas, même qu'il y avait des bugs, même que c'était pas la version finie. On a fait des démos, et comme les gens s'en foutaient de nos têtes, en gros, ils nous ont dit, ben voilà, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça j'aime pas, et on a pu modifier le produit jusqu'à aujourd'hui avoir une version qui est complète et qui commence à générer du revenu. Et c'est que comme ça que vous allez réussir à shaper votre produit. Comment vous voulez shaper un truc si vous basez comme seul argument votre réflexion que vous imaginez un potentiel problème? À moins de connaître extrêmement bien ce problème, la seule chose qui va différencier une startup qui va marcher d'une qui va s'effondrer, c'est simplement que vous résolvez bien le problème. Et si vous n'allez pas voir des gens leur demander leur avis là-dessus, vous pourrez jamais régler le problème que vous tentez de résoudre. Un autre point hyper critique, c'est pas moi qui le dis, c'est Jeff Bezos, c'est Elon Musk, c'est cette phrase « Big things start small ». Cette phrase, elle peut paraître cliché, bête, etc. Mais si les plus grands entrepreneurs qu'on a actuellement le disent, c'est qu'il y a une raison. Simplement qu'il faut que tu démarres avec une version minimum. Un truc qui va juste être là pour prouver, pour démontrer que ton idée, elle peut être mise en application et voir comment elle réagit. Si tu n'es pas capable de mettre ce que tu as en tête en application, c'est qu'il y a un problème. Et deuxième truc, si tu dois mettre 8 mois, 1 an pour avoir une première version, c'est pas normal. Ce qu'il faut, c'est éliminer tout le surplus. Éliminer les 15 features que tu avais pensé, éliminer les designs, animations magnifiques que tu avais pensé, etc. Ta seule priorité, c'est de sortir le plus vite possible pour justement te prendre les claques des gens que tu as eu en appel avant pour confronter ta vision, ton idée, ton produit à leur avis. Et c'est là que tu apprendras le plus. Parce que les gens vont te dire, ça va pas, ça va pas, ça va. On a encore reçu, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, 2 Google Docs de gens qu'on ne connaît pas, qui nous ont fait un Google Doc de 2 pages, je peux vous mettre à l'écran actuellement, qui expliquait quel point est pas bon sur SaaS, est-ce que ça bug, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, sur le site qu'est-ce qui va pas, etc. etc. Et ces Google Docs là, c'est une mine d'or, parce que les gens vous parlent sans filtre, ils vous donnent leur avis honnête sur le produit. Donc il faut que tu passes au maximum, je pense, 1 mois à développer ton produit et à faire un truc qui fonctionne pour le montrer au maximum de gens possible. Et durant cette phase de test où tu vas avoir un produit qui marche, tu vas avoir des gens qui peuvent potentiellement l'utiliser, etc. Ton but va être de récolter, ça va pas être de récolter de l'argent, ça va pas être de vendre, ça va juste être de récolter un maximum de données possibles. Toutes les données que tu peux imaginer. Combien de gens qui cliquent sur ton lien, combien de gens qui font l'onboarding, combien de gens qui l'utilisent, combien vont sur ton paywall et s'abonnent, etc. Toutes ces données, il faut que tu les aies en tête pour pouvoir justement prendre une décision basée sur des données. Tu peux pas prendre des décisions random en disant je pense que c'est cette, etc. Non, il faut que tu sois sûr à 100% que la décision que tu vas prendre, elle va avoir un impact positif sur ton logiciel, sur ton site, sur tes taux de conversion, peu importe. Parce que si tu passes 1 mois à refaire ton site alors qu'au final tout le monde s'en fout, c'est pas ça le problème, tu auras juste perdu du temps. Alors que si tu changes peut-être ton paywall, la friction que génère ton application, etc., ça c'est des actions à levier qui vont à terme être bénéfiques et te faire fonctionner. Et un dernier point avec le SaaS qui est hyper important, c'est que c'est, selon moi, le plus dur des business. C'est normal, très normal, au bout des 3-4 premiers mois, de ne pas avoir de résultats. On voit, en ce moment, on voit énormément d'entrepreneurs qui ont soi-disant des SaaS nous dire que c'est trop simple, que en 3 semaines, boum, tac, en 1 jour ton produit il est fait, 3 semaines plus tard, tu as 100K sur ton compte, etc. C'est absolument le pire conseil que vous pouvez suivre. Souvent, tous ces entrepreneurs-là qui vous parlent de ça, ils n'ont aucun SaaS eux-mêmes. Moi, je vous parle ce que j'ai fait avec Speechly, avec mon cofondateur Paul. Tout est documenté sur sa chaîne, vous pouvez aller voir, il y a 62 épisodes depuis les 6 derniers mois, on documente absolument tout, du début de la préparation jusqu'à la fin, vous voyez l'évolution. Notre logiciel, nous, il est téléchargeable, etc. Donc vous pouvez l'avoir sur votre Mac et c'est notre première priorité dans la vie. Donc, entre guillemets, on connaît la vérité de faire un logiciel et c'est celle que je vous raconte. C'est pas les Lamborghini, c'est pas aller à Dubaï, c'est pas avoir 100K en 2 semaines, etc. Oui, il y a des exceptions, bien sûr, mais la 99% des gens qui lancent un SaaS et qui arrivent, prend du temps, c'est chiant, c'est long, l'inertie est énorme, le momentum est super long à avoir, le cash flow au début est très faible, mais l'avantage du SaaS, c'est qu'il y a un effet cumulé énorme. C'est-à-dire que les actions que vous avez fait les 3 derniers mois, elles vont avoir un levier énorme sur les 3 prochains. C'est-à-dire que si vous faites des bonnes actions, si vous faites des vidéos, si vous faites du marketing, si vous faites un bon produit, etc., tout va commencer à s'accumuler et ça va faire un effet boule de neige. Et c'est que comme ça que ça marche, que ça fonctionne un SaaS, tout simplement. Donc, ne vous en faites pas si c'est long. Regardez juste votre progression. Est-ce qu'il y a plus de gens qui viennent? Est-ce qu'il y a plus de gens qui s'abonnent? Est-ce qu'il y a plus de gens qui téléchargent votre outil, etc. Si tout ça est dans le vert, vous devez continuer à 100% et juste démultiplier vos inputs pour que vous ayez simplement des résultats plus massifs. Si vous marchez pas au bout de 3 mois, mais que tout est dans le vert, qu'il y a des gens qui commencent à venir, etc., c'est normal, c'est qu'il faut continuer. Par contre, si au bout de 3 mois, il y a personne qui voit votre produit, vous n'avez pas d'inscrits, vous n'avez pas de vente, etc., bon, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Donc, d'où l'idée de faire des calls, comme je vous ai expliqué juste avant. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'ai mis le lien de Speechly dans le premier lien de cette description, vous pouvez cliquer, l'installer, me faire vos feedbacks, me faire des Google Docs d'une page pour expliquer à quel point l'outil est pas bien. Également avec mon cofondateur, on prend en mentorat quelques personnes. On en a 2, on a Sylvain et Elliot, ils se reconnaîtront s'ils passent sur la vidéo. Manifestez-moi en commentaire les gars. Mais on en prend quelques-uns, on n'en prend pas beaucoup, on en prend maximum 2-3 par mois. Donc on a ouvert une petite liste d'attente si vous voulez qu'on vous aide sans problème, on peut faire un appel ensemble et avoir plus de conseils de valeur comme je vous donne dans cette vidéo. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. Installez Speechly au maximum. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.